Mon père m'a traité de raté à côté de ma sœur qui s'est faite toute seule. J'ai dit, alors, j'arrête de payer tes factures. Il a ri, mais ensuite tout le monde a dévisagé ma sœur quand j'ai révélé qu'elle m'avait secrètement volé près de 100 000 euros. Je m'appelle Amélie, j'ai 29 ans, je suis une femme. Je vis seule dans un appartement à Lyon qui est probablement un peu trop petit pour ma collection de livres, mais il est à moi. Le jour, je suis une scientifique des données, un travail qui ressemble à la résolution d'énigmes complexes, ce que j'adore. Ma vie a toujours été calme, ordonnée et méticuleusement planifiée. Un contraste frappant avec la famille chaotique et émotionnellement épuisante que j'ai laissée derrière moi dans ma ville natale de Tours. Pendant des années, j'ai cru que j'étais le mouton noir, celle qui n'était pas aussi naturellement douée ou qui avait autant de succès que ma jeune sœur, Chloé. C'est l'histoire que mes parents, surtout mon père, ont toujours racontée. Mais une seule phrase imprudente lors d'un dîner de famille allait bientôt dénouer une décennie de mensonges, révélant que les fondations de ma famille reposaient sur une trahison choquante que je n'avais jamais vue venir. Avant que cette histoire ne se déroule, j'adorerais échanger avec vous. S'il vous plaît, faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est dans votre coin du monde. C'est incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. En grandissant, ma famille était le portrait parfait de la réussite de la classe moyenne, du moins en apparence. Mon père, Marc, était directeur des ventes et se comportait avec une assurance inébranlable. C'était un homme qui croyait aux gagnants et aux perdants bien définis, une philosophie qu'il appliquait non seulement à sa carrière, mais aussi à ses propres enfants. Ma mère, Jeanne, était la quintessence de la femme au foyer, une âme douce dont le rôle principal était de maintenir la paix et de graviter autour de la présence formidable de mon père. Et puis il y avait ma sœur, Chloé. De 3 ans ma cadette, Chloé était le soleil de mon ombre, l'étoile vibrante et naturelle de la famille. D'aussi loin que je me souvienne, Chloé était l'enfant chéri. Elle avait un charisme naturel qui attirait les gens, un sourire éblouissant et une capacité déconcertante à obtenir exactement ce qu'elle voulait. Tandis que j'étais calme et studieuse, me perdant dans les livres et les équations, Chloé sortait se faire des amis, rejoignait l'équipe de cheerleading et gagnait les concours de talent de l'école. Mes parents se délectaient de ses accomplissements. La cheminée de notre salon était un sanctuaire dédié aux réussites de Chloé, des trophées, des écharpes de concours de beauté et des photos encadrées d'elle recevant des prix. Mes diplômes académiques étaient rangés dans un dossier dans le bureau de mon père, rarement mentionnés. Ce n'est pas qu'ils étaient ouvertement cruels avec moi. C'était plutôt une négligence bienveillante, un rappel constant et subtil que j'étais différente, moins excitante, moins comme eux. Amélie est la responsable, disait ma mère à la famille, une étiquette qui ressemblait moins à un compliment qu'à un lot de consolation. La responsabilité était mon rôle, tandis que celui de Chloé était de briller. J'étais celle qui se souvenait des anniversaires, qui s'assurait que les factures étaient payées à temps quand mes parents avaient des difficultés, et qui faisait les tâches ménagères sans qu'on le lui demande. Chloé était celle qui ramenait à la maison des histoires de ses triomphes sociaux, que mon père écoutait avec une attention captivée. La dynamique financière dans notre famille a toujours été un peu déséquilibrée. Mon père prêchait l'évangile du travail acharné et de l'autonomie, mais les règles semblaient s'assouplir pour Chloé. Quand elle a voulu une nouvelle voiture pour son 16e anniversaire, mon père a cosigné un prêt sans hésiter. Quand elle a décidé de se spécialiser en merchandising de mode, un diplôme d'une université privée coûteuse, ils ont encaissé des obligations d'épargne qu'ils avaient initialement prévues pour nos 2 éducations. Chloé a une vision, disait mon père pour défendre la dépense. Il faut investir dans le talent. Mon chemin a été différent. Je savais qu'il n'y aurait pas de filet de sécurité pour moi. Alors, j'ai travaillé sans relâche. J'ai obtenu une bourse partielle pour une université d'État et j'ai eu 2 emplois pour couvrir le reste, obtenant un diplôme en statistique. Mes parents ont assisté à ma remise de diplôme, mais cela ressemblait plus à une obligation qu'à une célébration. Ils ont pris quelques photos, m'ont fait un câlin poli, puis ont passé la majeure partie du déjeuner post-cérémonie à parler du prochain stage d'été de Chloé à Paris. Après l'université, j'ai décroché un poste d'analyste junior dans une entreprise à quelques heures de route. C'était mon évasion. La distance m'a permis de construire ma propre vie, à l'abri des comparaisons constantes. Mais le cordon ombilical financier, que je croyais coupé, était simplement étiré. Quelques mois après avoir commencé mon nouveau travail, mon père a appelé. Il semblait tendu. L'entreprise de sous-traitance pour laquelle il travaillait avait perdu un client majeur, et ses commissions en avaient pris un coup.
Il avait été trop fier pour me le dire, mais les temps étaient durs. Je déteste demander, Amélie, avait-il dit, la voix lourde d'une réticence feinte. Mais nous sommes un peu dans le pétrin, juste le temps que les choses reprennent. Pourrais-tu nous aider avec quelques centaines d'euros par mois? Bien sûr, ai-je dit. Oui. J'étais la responsable, après tout. Cela a commencé par 400 euros par mois. Puis, 6 mois plus tard, ce fut un appel concernant ma mère qui avait besoin d'une intervention dentaire que l'assurance ne couvrirait pas. Le montant a grimpé à 700 euros. Un an après, la voiture de mon père est tombée en panne, et il avait besoin d'aide pour la compte d'une nouvelle. Le paiement mensuel que j'envoyais à la maison est passé à 1000 euros. C'était une part importante de mon salaire, surtout dans ces premières années. Et cela signifiait que je vivais frugalement. Je préparais mes déjeuners, je sautais les vacances et je conduisais une voiture vieille de 10 ans, mais c'était pour ma famille. Je ne l'ai jamais remis en question. Chaque fois que je leur demandais comment ils s'en sortaient autrement, mon père me donnait une réponse vague. On s'en sort, grâce à toi. C'est difficile. Il orientait ensuite la conversation vers les derniers triomphes de Chloé. Elle avait obtenu son diplômé, avec un petit prêt de nos parents, avait lancé sa propre entreprise de planification d'événements de luxe. Selon mon père, elle a connu un succès immédiat. Elle a un don naturel, se vantait-il. Elle a bâti cette entreprise à partir de rien, toute seule. Cette fille est une vraie fonceuse. Elle a tout gagné par elle-même, contrairement à toi. Cette dernière partie me faisait toujours mal. Mais je prenais sur moi. Il ne voulait pas être cruel. Je me disais qu'il ne comprenait tout simplement pas mon monde de données et d'algorithmes. Il voyait les événements tape à accent grave l'œil de Chloé et sa vie parfaite sur Instagram comme un succès tangible, tandis que ma progression constante dans l'échelle de l'entreprise était abstraite et peu glamour. J'envoyais l'argent chaque mois sans faute, une transaction silencieuse qui, je le croyais, maintenait ma famille à flot. Au cours des 7 années suivantes, ma carrière a décollé. J'ai été promu au poste de scientifique des données senior. Mon salaire a augmenté, et mon travail a été reconnu dans mon secteur. J'étais fier de ce que j'avais construit. Pourtant, aux yeux de ma famille, j'étais toujours juste la responsable. Chloé, pendant ce temps, était une célébrité locale. Son entreprise était présentée dans les magazines de style de vie, et ses médias sociaux étaient une galerie organisée de mariages somptueux et de fêtes exclusives. Elle conduisait un VUS de luxe, vivait dans un loft branché du centre-ville et prenait des vacances exotiques. Je supposais que son entreprise était incroyablement lucrative, et je ressentais une fierté tranquille que mon soutien financier à nos parents leur ait permis de lui donner les fonds de démarrage dont elle avait besoin pour réaliser ses rêves. Mon sacrifice, me disais-je, en avait valu la peine. Il avait permis à Chloé de briller et avait empêché mes parents de sombrer dans la ruine financière. Du moins, c'est ce que je pensais. La distance que je maintenais était à la fois une bénédiction et une malédiction. Je leur rendais visite pour les grandes fêtes, mais nos conversations étaient superficielles. Nous parlions de la météo, de mon travail en termes vagues, et du dernier événement extravagant de Chloé en grand détail. Je n'ai jamais soufflé un mot sur l'argent que j'envoyais. Cela me semblait être un acte privé et dévoué, et je craignais que le mentionné n'embarrasse mon père. C'était notre arrangement secret, un témoignage de mon rôle de fille fiable. Cette façade soigneusement construite du brillant succès en solo de ma sœur, de la lutte digne de mes parents et de ma propre existence tranquille et distante était sur le point d'être brisée par quelques mots imprudents lors d'un dîner d'anniversaire. Et j'étais complètement impréparé à la vérité hideuse qu'elle révélerait. L'occasion était le 58e anniversaire de mon père, un jalon qui a poussé ma mère à insister pour un vrai dîner de famille. Cela signifiait une réservation à l'auberge du Chêne, le restaurant le plus chic de Tours, le genre d'endroit avec des nappes blanches et des serveurs qui replient votre serviette si vous vous levez pour aller aux toilettes. C'était une convocation rare pour que je rentre à la maison un week-end non férié, mais j'ai accepté. Ma relation avec ma famille ressemblait à un écosystème délicat. Mon absence physique et ma présence financière étaient ce qui la maintenait en équilibre. Refuser aurait été perturber les choses, et je n'étais pas une perturbatrice. J'étais la responsable. J'ai conduit les quelques heures depuis mon appartement à Lyon, un voyage qui me donnait toujours l'impression de remonter le temps. Les autoroutes se rétrécissaient, les bâtiments rapetissaient, et le paysage familier de ma jeunesse se déroulait sous mes yeux.
Je suis arrivé chez mes parents pour trouver le VUS blanc étincelant de Chloé déjà dans l'allée. Elle était à l'intérieur, tenant le salon, l'air chic sans effort dans une robe de créateur. Elle m'a salué d'une bise qui sentait le parfum cher. « Amélie, c'est si gentil à toi d'être venue, » a-t-elle dit, son ton vif, mais ses yeux scrutant ma tenue simple et professionnelle avec une lueur de ce qui ressemblait à de la pitié. Mes parents l'ont choyée, mon père rayonnant de fierté alors qu'elle racontait une histoire sur l'organisation d'un mariage de dernière minute pour une célébrité mineure. « C'est une faiseuse de miracles, » m'a-t-il déclaré, comme si j'étais une étrangère qui avait besoin d'être convaincue. Au restaurant, nous étions assis à une grande table ronde. Ma tante Marguerite, la sœur de ma mère, nous a rejoints. Marguerite était professeure au lycée, une femme pragmatique et gentille qui avait toujours été une source de soutien discrète pour moi. Elle était la seule à poser des questions détaillées sur mon travail, écoutant avec un intérêt sincère pendant que j'essayais d'expliquer les complexités de la modélisation de données. Le dîner a commencé de manière prévisible. La conversation était monopolisée par Chloé et mon père. Elle a parlé de son récent voyage à Bali pour une consultation de mariage à destination, et il était suspendu à ses lèvres. J'intervenais de temps en temps, mais mes contributions étaient généralement accueillies par un signe de tête poli avant que les projecteurs ne se tournent à nouveau vers Chloé. À un moment donné, ma mère s'est tournée vers moi et a demandé « Alors, tu es toujours heureuse dans cette entreprise d'informatique, ma chérie ?» Je travaillais pour l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde, mais pour elle, c'était juste une entreprise d'informatique. Ça se passe très bien, maman, ai-je dit. En fait, j'ai été promue pour diriger un nouveau projet le mois dernier. Oh, c'est bien, a-t-elle répondu, son attention déjà ailleurs alors que Chloé commençait à montrer des photos sur son téléphone. L'attention, du moins pour moi, a commencé à monter lorsque le sujet s'est tourné vers les finances. Ma tante Marguerite parlait d'un de ses anciens élèves qui avait du mal à rembourser ses prêts universitaires. Mon père a secoué la tête avec une gravité théâtrale. Tout est une question d'éthique de travail, a-t-il annoncé à la table. Les gens de nos jours s'attendent à des cadeaux. Plus personne ne veut mériter son succès. Il a ensuite regardé Chloé, la poitrine bombée de fierté. Regardez Chloé. Elle a bâti son entreprise à partir de rien. Pas un seul centime d'aide de notre part. Chaque sac de créateur, chaque vacances, elle a tout mérité elle-même. Elle s'est faite complètement toute seule. J'ai ressenti une piqûre familière, mais je suis restée silencieuse, faisant tourner le vin dans mon verre. Je savais qu'il oubliait commodément le « petit prêt » qu'il lui avait accordé pour démarrer l'entreprise, mais j'ai laissé passer. C'était son anniversaire, et c'était son récit préféré, le succès de son enfant chéri parti de rien. Il n'avait pas fini. Il a tourné son regard vers moi, et un léger sourire dédaigneux a effleuré ses lèvres. Ta sœur a tout mérité elle-même. Contrairement à toi. Les mots flottaient dans l'air, tranchants et lourds. Ma fourchette a heurté mon assiette avec un cliquetis. Les yeux de tante Marguerite se sont légèrement agrandis. Ma mère s'est agitée mal à l'aise sur son siège. Chloé a juste pris une gorgée délicate de son vin, un petit sourire suffisant jouant sur ses lèvres. Pendant des années, j'avais absorbé des commentaires comme celui-ci. Il ne comprenait pas les années que j'avais passées à étudier, les longues heures que j'avais travaillées, les sacrifices que j'avais faits. Pour lui, mon succès n'était pas mérité de la même manière que celui de Chloé parce qu'il n'était pas aussi visible ou glamour. Mais cette fois, venant juste après son sermon sur les cadeaux, c'était différent. C'était une comparaison directe et profondément injuste, surtout que l'argent que j'avais gagné par mon propre travail acharné était la chose même qui les avait maintenus, lui et ma mère, à l'aise pendant la meilleure partie d'une décennie. Une vague de colère froide m'a envahi, si puissante qu'elle m'a presque coupé le souffle. Toutes les années à me taire, à envoyer de l'argent en silence, à accepter mon rôle de fille secondaire, moins impressionnante, tout cela a convergé en un seul moment de clarté. J'avais été une idiote. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, ma voix étonnamment calme et stable quand j'ai parlé. Alors je ne vous enverrai plus d'argent. Le bavardage à table a cessé. Mon père, qui s'apprêtait à prendre une bouchée de son steak, s'est figé. Quoi? Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon expression illisible. J'ai dit que je ne vous enverrai plus d'argent. Puisque Chloé est celle qui a tout mérité elle-même et qu'elle a tant de succès, je suis sûr qu'elle peut prendre soin de vous à partir de maintenant. C'est son problème maintenant. Le visage de mon père,
qui avait été rougi par le vin et l'autosatisfaction, a commencé à pâlir. Un regard confus et paniqué a vacillé dans ses yeux. Il a laissé échapper un petit rire nerveux. « Quel argent ? De quoi parles-tu, Amélie ? Tu ne nous as pas envoyé un seul centime. » Le silence qui a suivi était absolu. C'était comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste soutenu le regard de mon père. Il avait l'air complètement déconcerté, mais c'est la lueur de confusion authentique dans ses yeux qui m'a glacé le sang. Il ne mentait pas pour couvrir quelque chose. Il semblait vraiment n'avoir aucune idée de ce dont je parlais. Lentement, alors que les secondes s'écoulaient, tout le monde à table a commencé à tourner la tête. Le visage de ma mère était un masque de confusion. L'expression de ma tante était celle d'une horreur naissante. Et mon père, le front plissé, a suivi leur regard. Tout le monde s'est lentement tourné vers ma sœur. Chloé était figée, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. Le sourire suffisant avait disparu, remplacé par un air de panique pur et sans mélange. Son visage était livide. En cet unique instant silencieux, la vérité ou du moins sa forme terrifiante est devenue horriblement claire. L'argent que j'envoyais depuis près de 10 ans n'avait jamais atteint mes parents. Et il n'y avait qu'une seule autre personne qui aurait pu le prendre. Le silence dans le restaurant était assourdissant. On aurait dit une scène de film où le son se coupe juste avant l'explosion. Tous les yeux étaient rivés sur Chloé, qui ressemblait à un cerf pris dans les phares d'un camion. Son visage, d'habitude un masque soigneusement composé de confiance sans effort, s'était complètement effondré. La couleur avait quitté ses joues, et ses lèvres parfaitement maquillées étaient entr'ouvertes dans un souffle muet. Mon père fut le premier à rompre le charme. Il a détourné les yeux de Chloé pour me regarder, son expression un mélange chaotique de confusion et de colère. « Amélie, qu'est-ce que c'est ? À quel genre de mauvaise blague joues-tu » a-t-il exigé, sa voix un grognement sourd. « Tu ne nous as pas envoyé d'argent. Pourquoi mentirais-tu sur quelque chose comme ça ?» Je suis resté parfaitement immobile, mes mains posées sur mes genoux. Mon propre choc était un œuf froid et dur dans mon estomac, mais à l'extérieur, j'étais un océan de calme. « Ce n'est pas une blague, papa, ai-je dit, ma voix égale. Depuis 9 ans, je vous envoie de l'argent chaque mois. Ça a commencé à 400 €, et c'est 1000 € par mois depuis 7 ans. J'ai fait un calcul rapide et douloureux dans ma tête. Ça fait près de 100 000 €. Le montant flottait dans l'air, une somme stupéfiante qui a fait halter ma mère de manière audible. Elle a mis une main sur sa poitrine, les yeux écarquillés d'incrédulité en me regardant, puis mon père, et enfin Chloé. 1000 € par mois, a répété mon père, sa voix à peine un murmure. Il avait l'air complètement perdu. Il était clair, par son véritable étonnement, que c'était la première fois qu'il en entendait parler. Le mensonge n'était pas le sien. « Qu'est-ce qui se passe, Chloé ?» a demandé ma tante Marguerite, son ton vif et direct. Elle avait toujours été capable de voir à travers l'extérieur poli de ma sœur. Amélie n'est pas une menteuse. Où est l'argent ? Chloé a finalement rompu sa paralysie. Elle a posé son verre de vin d'une main tremblante, le tintement résonnant dans le silence tendu. Elle a essayé de forcer un rire, mais il est sorti comme un couinement étranglé et aigu. « Je ne sais pas de quoi vous parlez » a-t-elle balbutié, ses yeux passant de nos visages, cherchant un allié et n'en trouvant aucun. « Amélie, tu dois te tromper. Peut-être que tu l'as envoyé sur le mauvais compte. Tu sais comment tu es avec les détails et les chiffres. » C'était une tentative désespérée et maladroite de rejeter la faute, de me dépeindre comme la fille distraite et intello qui ne pouvait pas gérer ses propres finances. Mais il était trop tard. La graine du doute avait été plantée, et elle se transformait en un arbre monstrueux de suspicion sous nos yeux. Mon père, qui avait passé sa vie à défendre Chloé, la regarda avec la première lueur de doute que j'avais jamais vue dans ses yeux. « Le mauvais compte ? Pendant 9 ans, a-t-il demandé, sa voix teintée d'un ton dangereux. J'ai mis en place un virement bancaire automatique il y a 9 ans, ai-je déclaré calmement, coupant court aux dénégations frénétiques de Chloé, vers le compte d'épargne joint que maman et toi aviez ouvert pour moi quand j'étais adolescente. Celui que vous m'aviez dit d'utiliser pour les urgences familiales. Tu m'as donné les détails du compte toi-même, papa. » Le visage de mon père est passé de pâle à blanc fantomatique. Il se souvenait. Je pouvais voir le souvenir lui revenir. Je l'avais appelé pour obtenir le numéro de compte et les informations de routage toutes ces années auparavant.
Il les avait énumérés à partir d'un morceau de papier usé qu'il gardait dans le tiroir de son bureau. Mais nous n'avons pas utilisé ce compte depuis des années, a chuchoté ma mère, sa voix tremblante. Je pensais qu'il était fermé. Le nom de Chloé y figurait aussi, depuis le lycée. Nous l'avions ajouté pour qu'elle puisse déposer les chèques de son travail d'été. Et voilà. La dernière pièce cruciale du puzzle. Le nom de Chloé était sur le compte. Toute la table s'est à nouveau tournée vers Chloé. Elle n'avait nulle part où se cacher. Ses mensonges, toute son image soigneusement construite d'entrepreneur qui s'est faite toute seule, s'effilochait fil par fil. Chloé, a dit mon père, et sa voix était terrifiante de calme. Dis-moi la vérité. Tout de suite. Des larmes ont commencé à monter aux yeux de Chloé. C'était sa défense habituelle, celle qui avait fonctionné sur nos parents toute sa vie. Quelques larmes, une lèvre tremblante, et tout serait pardonné. Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle sangloté en se cachant le visage dans les mains. Vous vous liguez tous contre moi. Amélie est juste jalouse. Elle a toujours été jalouse de moi et de mon succès. Pendant un instant, j'ai vu mon père hésiter. L'instinct de protéger son enfant chéri était profondément enraciné. Mais les faits étaient trop flagrants, trop accablants. Le mensonge était trop énorme. Jalouse, ai-je dit, et cette fois, il y avait une pointe de colère brute dans ma voix. Je vis avec un budget très serré depuis des années, Chloé. J'ai sauté des vacances. J'ai conduit une vieille voiture. J'ai reporté l'achat d'une maison. Tout ça parce que je pensais aider nos parents, les aider à joindre les deux bouts pour qu'ils puissent t'aider à démarrer. J'étais fier de toi. Je pensais que ton succès était en partie mon sacrifice. Mais ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Ton succès était mon sacrifice. La vérité de mes propres mots m'a frappé avec la force d'un coup physique. Ses vêtements de marque, son VUS de luxe, son appartement en loft, ses voyages exotiques, j'avais payé pour tout ça. Tout. J'avais financé à moi seul le style de vie somptueux de la sœur que mon père venait de louer pour s'être faite toute seule. L'ironie était si amère qu'elle avait le goût du poison. Marc, a supplié ma mère en regardant mon père, son visage un désordre de larmes et de confusion. Qu'est-ce qui se passe? Mon père l'a ignoré. Il fixait Chloé, son visage un masque orageux de fureur naissante. L'homme qui avait passé une vie à lui trouver des excuses, à la défendre et à la placer sur un piédestal voyait enfin les fissures de son idole. « Montre-moi ton téléphone, Chloé » a-t-il ordonné. « Quoi ?» Non, s'est-elle écriée en serrant son sac à main. « Montre-moi ton application bancaire. » Tout de suite, a-t-il répété, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Ouvre l'application de ce compte d'épargne. » Piégée, Chloé a hésité. Tout son corps tremblait. Avec des doigts maladroits, elle a sorti son téléphone. Ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine le déverrouiller. Après quelques secondes angoissantes, elle a ouvert son application bancaire et, avec un air de défaite totale, a lentement tourné l'écran vers mon père. Même de l'autre côté de la table, je pouvais voir la longue liste de transactions, des dépôts mensuels de mon compte bancaire intitulé « Amélie, soutien familial », puis une série de virements correspondants, généralement effectués un jour ou deux plus tard. Déplaçant le même montant exact du compte d'épargne joint vers un autre compte intitulé « Chloé, entreprise ». La preuve finale est irréfutable. Le lapsus était devenu une avalanche, et il venait d'ensevelir ma sœur sous une montagne de sa propre tromperie. Le reste du dîner fut un brouillard de tensions silencieuses et atroces. Mon père a regardé l'écran du téléphone de Chloé pendant ce qui a semblé une éternité, son visage se durcissant en un masque de fureur froide. Il n'a pas crié. Il n'a pas explosé. Le silence était en quelque sorte pire. Il a lentement repoussé sa chaise, s'est levé et a jeté sa serviette sur son steak à moitié mangé. « Nous partons » a-t-il dit, sa voix plate et dépourvue de toute émotion. Le trajet en voiture jusqu'à la maison de mes parents a été les 20 minutes les plus suffocantes de ma vie. J'ai conduit avec ma tante Marguerite pendant que Chloé était avec mes parents. Je ne pouvais qu'imaginer le poids écrasant du silence dans cette autre voiture. Quand nous sommes arrivés, mon père est entré dans la maison sans un mot, se dirigeant directement vers son bureau. Ma mère l'a suivi, se tordant les mains et pleurant doucement. Chloé est sortie de la voiture en titubant après eux, le visage strié de mascara, ressemblant à une poupée cassée. Ma tante Marguerite a posé une main apaisante sur mon bras.
N'entre pas tout de suite, a-t-elle conseillé, sa voix douce mais ferme. Laisse-le digérer ça. C'est une bombe qui vient d'exploser au milieu de leur monde. J'ai juste hoché la tête, me sentant engourdi. Nous nous sommes assises dans le salon, la même pièce où les trophées et les récompenses de Chloé brillaient sous la lumière de la lampe, se moquant de toute l'histoire de la famille. La maison est restée étrangement silencieuse pendant quelques minutes, puis les cris ont commencé. C'était la voix de mon père, étouffée mais tremblante d'une rage que je ne lui avais jamais entendue. Il n'était pas seulement en colère, il était blessé. Tout son système de croyance avait été brisé. Sa fille parfaite, celle qu'il avait défendue comme l'incarnation du travail acharné et du succès, était une fraude. Et pire, elle l'avait ridiculisée. Après environ 1 heure, la porte du bureau s'est ouverte. Mon père a émergé, le visage cendré et hagard. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'au restaurant. Il s'est approché de moi, c'est pas lourd. J'ai besoin de voir les relevés bancaires, Amélie, a-t-il dit, la voix rauque. Tous. Depuis le début. Pendant les 2 heures qui ont suivi, nous 4 mois, mon père, ma mère et ma tante Marguerite nous sommes assis à la table de la salle à manger, penchés sur mon ordinateur portable. Chloé avait été bannie dans son ancienne chambre, ses sanglots audibles depuis le couloir. Je me suis connecté à mon portail bancaire en ligne et j'ai sorti 9 ans de relevés. Ligne par ligne, nous avons suivi l'argent, les virements mensuels, toujours le 28, de Amélie FT, au compte d'épargne joint. Les montants étaient constants, indéniables. Alors que mon père voyait la preuve implacable et documentée de mon sacrifice, son expression est passée de la colère à une onde profonde et intense. Il a vu les dates, le flux constant d'argent qui avait coïncidé avec ses propres difficultés financières, avec les factures médicales de ma mère, avec toutes les petites crises que j'avais aveuglément essayé de résoudre de loin. Il a vu la preuve tangible du soutien qu'il avait prétendu n'avoir jamais reçu. « Je ne comprends pas », a dit ma mère, la voix étranglée par les larmes en montrant l'écran. Chloé nous a dit que son entreprise avait eu un succès instantané. Elle a dit qu'elle avait décroché un énorme client dès le premier mois. Il n'y avait pas d'énorme client, ai-je dit, les pièces du puzzle s'assemblant dans mon esprit. Le client, c'était moi. Mon argent était son capital de départ, son capital d'exploitation et son profit, tout en un. Nous avons ensuite fait quelque chose que j'aurais dû faire des années plus tôt. Nous avons cherché le compte d'épargne joint en ligne. Comme ma mère l'avait dit, le nom de Chloé y figurait toujours en tant que copropriétaire. Elle avait un accès complet. Elle pouvait virer de l'argent à sa guise, et les relevés étaient tous envoyés électroniquement à une adresse courriel qu'elle avait créée, et non à l'adresse de mes parents. Elle avait créé un pipeline parfait et invisible, siphonnant mon soutien directement dans ses propres comptes. La véritable profondeur de sa tromperie était stupéfiante. Ce n'était pas seulement qu'elle avait pris l'argent, c'était le récit élaboré qu'elle avait construit autour. Nous avons retrouvé l'ancien article du magazine de style de vie locale sur son entreprise en plein essor. On la citait, j'ai commencé avec rien d'autre qu'un rêve et un prêt de 500 € de mes économies. C'était terrifiant, mais je crois au travail acharné. Mon père a lu la ligne à haute voix, puis a laissé échapper un son qui était à moitié rire, à moitié sanglot. Un prêt de 500 € de ses économies, a-t-il répété en secouant la tête avec incrédulité. Elle encaissait ton premier chèque de 400 € à ce moment-là. La trahison était multiple, une toile de mensonges tissée si habilement qu'elle nous avait tous piégés. Elle m'avait menti, me faisant croire que nos parents étaient constamment en difficulté financière. Elle avait menti à nos parents, créant un fantasme de sa propre réussite brillante tout en utilisant secrètement mon argent pour financer son style de vie somptueux. Elle avait effectivement volé non seulement mon argent, mais aussi le respect de mes parents pour moi. Elle leur avait permis, les avait encouragés, à me voir comme la fille moins réussie, moins ambitieuse, tout en vivant littéralement de mon travail acharné. La comparaison que mon père avait faite au restaurant me semblait maintenant la coupe la plus cruelle de toutes. Ta sœur a tout mérité elle-même, contrairement à toi. Il avait prononcé ces mots avec une telle conviction, une telle fierté, et Chloé était restée assise là, acceptant les louanges, sachant que tout reposait sur une fondation de mon argent. Quand nous avons fini, il était presque 2 heures du matin. La table de la salle à manger était jonchée de tasses de café vides. Mon père s'est assis en arrière, le visage enfoui dans ses mains. « Je suis tellement désolé, Amélie » a-t-il chuchoté, la voix brisée. « J'ai été un tel imbécile aveugle.
C'était la première fois de ma vie que j'entendais mon père s'excuser pour quoi que ce soit. Mais les mots ne m'ont apporté aucun réconfort. Le mal était trop profond, la tromperie trop vaste. La famille que je pensais avoir, les rôles que je pensais que nous jouions tous, n'avaient été qu'une pure fabrication. Mon sacrifice silencieux avait été transformé en un outil pour le gain égoïste de ma sœur, et les personnes même que j'essayais d'aider avaient été sans le savoir complices de mon effacement. La toile avait été défaite, mais nous étions tous pris dans ces fils collants et toxiques. Le matin après le dîner d'anniversaire désastreux, un silence lourd et oppressant régnait dans la maison de mes parents. C'était le genre de silence rempli de mots non dits, d'accusations et de regrets. J'avais à peine dormi, mon esprit rejouant les événements de la soirée dans une boucle douloureuse et sans fin. Je suis descendu pour trouver mon père assis seul à la table de la cuisine, fixant une tasse de café froid. L'homme confiant et autoritaire que j'avais connu toute ma vie avait disparu, remplacé par un fantôme. Ses épaules étaient affaissées, et son visage était une carte routière d'épuisement et de honte. Il a levé les yeux quand je suis entré, ses yeux remplis d'une tristesse si profonde qu'elle m'a surprise. « Je n'ai pas pu dormir », a-t-il dit, la voix rauque. « Je n'arrête pas de penser. Chaque fois que je me vantais d'elle, chaque fois que je vous comparais, je crachais sur ton sacrifice. Je louais la voleuse et je rabaissais la pourvoyeuse. Je ne savais pas quoi dire. Je me suis juste versé une tasse de café et je me suis assise en face de lui. Pendant un long moment, nous sommes restés assis là en silence. Ce n'était pas inconfortable, mais c'était lourd du poids de tout ce qui avait été brisé. Ma mère nous a finalement rejoints, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Elle évitait de me regarder directement, sa culpabilité une présence palpable dans la pièce. Elle s'est affairée à faire du pain grillé, l'acte domestique simple contrastant vivement avec la laideur complexe de notre situation. Chloé, avons-nous appris, était toujours enfermée dans sa chambre, refusant de sortir ou de parler à qui que ce soit. Plus tard ce matin-là, mon père a pris une décision. Nous devons tout savoir, a-t-il dit, sa voix retrouvant une lueur de son ancienne résolution. Pas seulement où l'argent est allé, mais comment. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Sa demande était un ordre silencieux, un signal qu'il passait du chagrin à l'action. Il voulait la vérité entière et sans phare. Le problème était que Chloé était la seule à avoir accès au compte où mon argent avait finalement atterri. Après une brève et tendue discussion, mon père est monté et a frappé à la porte de sa chambre. Nous pouvions entendre sa voix étouffée et ferme, puis quelques minutes plus tard, il est redescendu, suivi d'une Chloé à l'air défait. Elle ne croisait le regard de personne. Elle avait l'air petite et fragile sans son armure habituelle de vêtements de marqué de sourire confiant. Vêtue d'un vieux sweatshirt trop grand, les cheveux en désordre et le visage pâle, elle ressemblait à une étrangère. Mon père a montré l'ordinateur portable sur la table de la salle à manger. « Connecte-toi », a-t-il dit, sa voix froide. « Montre-nous tout. » Les mains tremblantes, Chloé s'est assise et s'est connectée à ses comptes chèques et de cartes de crédit principaux. Et pendant l'heure qui a suivi, nous avons assisté à la confession silencieuse de sa tromperie de 10 ans. Tout était là, exposé au grand jour dans le langage austère et impitoyable des relevés financiers. Nous avons regardé un diaporama de sa vie, financé par moi. L'acompte pour son VUS de luxe. Le dépôt de garantie et le premier mois de loyer de son loft branché. Des paiements mensuels pour un entrepôt où elle gardait apparemment des fournitures pour son entreprise. D'innombrables achats dans des boutiques haut de gamme dont je n'avais vu les noms que dans les magazines. Des frais de salons exclusifs, de spa et de restaurants où un seul repas coûtait plus que mon budget d'épicerie hebdomadaire. Et les voyages. Oh, les voyages. Des billets d'avion pour Bali, l'Italie, Paris. Des frais d'hôtel à Cannes et dans les Caraïbes. Chaque transaction était un nouveau coup de poignard de trahison. La découverte la plus révoltante fut l'entreprise elle-même. Elle existait, mais c'était une façade fragile. Elle avait une licence commerciale et un site web sophistiqué, mais sa liste de clients était minuscule. Elle organisait quelques petites fêtes pour des amis, principalement à prix réduit, pour maintenir l'illusion d'être une organisatrice d'événements recherchés. Les mariages somptueux dont elle parlait sur les réseaux sociaux étaient soit des séances photos stylisées pour lesquelles elle payait les mannequins et les photographes, soit des événements auxquels elle avait simplement assisté en tant qu'invitée. Toute son identité d'entrepreneur à succès était un mensonge. Mais 1 000 € mensuels ne faisaient pas que compléter ses revenus. Pendant la majeure partie des 9 dernières années, c'étaient ses revenus.
En parcourant des années de ses dépenses, un schéma glaçant est apparu. Chaque fois que j'avais accepté d'augmenter le montant mensuel que j'envoyais à la maison, c'était juste avant un achat extravagant majeur que Chloé avait fait. La fois où mon père a appelé pour l'urgence dentaire de ma mère? Cela coïncidait avec la réservation par Chloé d'un voyage de 2 semaines en Europe. La fois où il avait eu besoin d'aide pour une nouvelle voiture? C'est à ce moment-là que Chloé avait acheté un chiot de race pure pour 900 € et toute une nouvelle garde-robe pour aller avec. Elle avait fabriqué des crises par l'intermédiaire de mon père, lui racontant des histoires de difficultés financières pour qu'il me demande à son tour plus d'argent. Il avait été son pion involontaire, et moi, sa bienfaitrice secrète. Tout au long de ce processus atroce, Chloé n'a rien dit. Elle est restée assise là, son visage un masque vide, grimaçant parfois lorsqu'une dépense particulièrement accablante apparaissait à l'écran. Son silence était sa confession. Il n'y avait plus de dénégation, plus de larmes de crocodile, plus de tentatives de détourner ou de blâmer. Il n'y avait que les données froides et dures de sa tromperie. Quand nous sommes finalement arrivés aux relevés les plus récents, mon père en avait assez vu. Il a fermé l'ordinateur portable d'un clic sec et définitif. Il a regardé sa plus jeune fille, celle qu'il avait adorée et idolâtrée, et sa voix était lourde d'une tristesse plus profonde que la colère. « Pourquoi, Chloé ?» a-t-il demandé, la voix brisée. « Pourquoi ferais-tu ça à ta sœur? À nous ?» Chloé a finalement levé les yeux, et pour la première fois, j'ai vu autre chose que de la panique ou du défi dans ses yeux. J'ai vu une honte creuse et vide. « Parce que je ne pouvais pas échouer », a-t-elle chuchoté, sa voix à peine audible. Tout le monde s'attendait à ce que je sois une star. Vous tous. Vous m'avez tous fait sentir que je devais être brillante et réussir dès le départ. Amélie était l'intelligente, donc je devais être celle qui réussit. Quand l'entreprise n'a pas décollé, j'ai paniqué. J'ai vu l'argent sur ce compte et j'ai juste. Je l'ai pris. Au début, c'était juste un peu pour me dépanner, mais c'était si facile. Et puis je n'ai pas pu m'arrêter. Sa confession était pathétique et égoïste, mais elle contenait aussi un germe de vérité que je n'avais jamais envisagé. Les rôles que notre famille nous avait assignés, moi la responsable, elle la star, étaient devenus des cages. Elle était tout aussi piégée dans son rôle que moi dans le mien. Mais sa réponse à cette pression n'a pas été de travailler plus dur ou d'être honnête sur ses difficultés. Ce fut de mentir, de voler et de trahir. Sa confession numérique silencieuse nous avait dit ce qu'elle avait fait. Ses mots calmes et chuchotés nous avaient dit pourquoi. Et ni l'un ni l'autre n'était pardonnable. Une semaine après les révélations dévastatrices, ma mère m'a appelé. Sa voix était hésitante, fragile. « Amélie, a-t-elle commencé, ton père et moi. Nous voulons organiser un dîner de famille ici à la maison. Juste nous 4. Nous devons parler de ce qui va se passer maintenant. » Ma première réaction a été un « non » viscéral. La pensée de m'asseoir à nouveau à table avec Chloé, d'affronter les décombres de notre famille à l'endroit même où les mensonges avaient été entretenus pendant si longtemps, me retournait l'estomac. J'étais déjà retourné à mon propre appartement, à ma propre vie, et cet espace calme et ordonné me semblait être un sanctuaire. J'avais passé la semaine à osciller entre une rage ardente et une tristesse profonde et vide. La colère était pour le vol, la tromperie, l'audace pure de la trahison de ma sœur. La tristesse était pour la perte de la famille que je pensais avoir, la perte de mon propre passé, qui ressemblait maintenant à une fiction que j'avais coécrite sans le savoir. Mais il y avait dans la voix de ma mère une supplication que je ne pouvais ignorer. Ce n'était pas une demande pour une célébration, c'était une convocation pour un règlement de compte. Il s'agissait de tourner la page, de décider de l'avenir d'une famille fondamentalement brisée. À contre-cœur, j'ai accepté. Quand je suis arrivé chez eux ce samedi-là, l'atmosphère était lourde d'une tension encore plus pesante que la semaine précédente. Chloé était déjà là, assise sur le canapé du salon, l'air pâle et renfermé. Elle avait quitté son loft, première conséquence de la coupure de son pipeline financier, et logeait temporairement dans sa chambre d'enfant. Les trophées sur la cheminée semblaient se moquer d'elle. Mon père, Marc, avait l'air fatigué mais résolu. L'adoration aveugle qu'il avait autrefois pour Chloé avait disparu, remplacée par une clarté sombre et douloureuse. Ma mère, Jeanne, essayait de s'occuper des préparatifs du dîner, ses mouvements saccadés et anxieux. Personne ne savait quoi dire. Les banalités que nous utilisions autrefois pour masquer les fissures de notre famille avaient disparu. Il n'y avait plus de fissures, il y avait un gouffre.
Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger, la même table où nous avions épluché les relevés bancaires quelques jours auparavant. Ma mère a servi un simple poulet rôti, un plat qu'elle préparait toujours pour les grandes occasions. L'ironie ne m'a pas échappé. Ce fut mon père qui a finalement rompu le silence. Il s'est éclairci la gorge et a regardé Chloé droit dans les yeux. Nous avons beaucoup réfléchi cette semaine, a-t-il dit, sa voix ferme et stable. Et nous avons pris des décisions. Il a fait une pause, et le poids de ses mots a rempli la pièce. Premièrement, tu rembourseras Amélie. Chaque centime. La tête de Chloé s'est relevée brusquement, ses yeux écarquillés de panique. Comment, a-t-elle chuchoté. Je n'ai rien. J'ai perdu l'appartement. Mon entreprise est une imposture. Il ne me reste rien. Tu vendras ta voiture, a déclaré mon père, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Elle a été achetée avec son argent, donc c'est à elle de la récupérer. Tu vendras tes vêtements de marque, tes sacs, tes bijoux. Tu trouveras un travail, n'importe quel travail, un vrai travail, et tu donneras à Amélie un pourcentage de tes revenus chaque mois jusqu'à ce que la dette soit remboursée. Peu importe si ça te prend le reste de ta vie. Tu répareras ça. Chloé a commencé à pleurer. Mais ce n'étaient pas les larmes théâtrales qu'elle avait utilisées au restaurant. C'étaient les larmes calmes et désespérées de quelqu'un qui faisait enfin face à une conséquence réelle et inévitable. Mon père n'avait pas fini. Il a détourné son regard de Chloé pour me regarder. Ses yeux étaient remplis d'une humilité brute et douloureuse que je n'avais jamais vue auparavant. Amélie, a-t-il commencé, et sa voix s'est brisée d'émotion. Je sais que le pardon n'est pas suffisant. Ce ne le sera jamais. Pendant 9 ans, je t'ai manqué de respect. J'ai dénigré ton travail acharné. J'ai ignoré tes sacrifices et j'ai rabaissé ton succès. Tout en faisant l'éloge d'un mensonge. J'étais un imbécile, et j'étais un mauvais père. Mon orgueil et mon favoritisme m'ont aveuglé à la vérité. Et je suis tellement désolé pour la douleur que je t'ai causée. Ma mère, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a tendu une main tremblante vers moi à travers la table. Nous étions si fiers d'elle, a-t-elle dit, la voix étranglée par les larmes. Nous voulions croire à l'histoire qu'elle nous racontait. Nous aurions dû faire plus attention. Nous aurions dû te voir, Amélie. Nous aurions vraiment dû te voir. Entendre ces mots, les excuses que je n'aurais jamais pensé recevoir, fut à la fois un soulagement et une nouvelle vague de douleur. C'était une validation de mes sentiments, mais cela soulignait aussi la profondeur de leur aveuglement, les années que j'avais passées à me sentir invisible tout en étant sous leurs yeux. Finalement, j'ai parlé. J'apprécie les excuses, ai-je dit, ma voix calme mais stable. Et j'accepte le plan de remboursement. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas seulement une question d'argent. Tu n'as pas seulement perdu de l'argent, Chloé. Tu as volé mes 20 ans. Tu as volé ma relation avec mes parents. Tu as pris mon sentiment de sécurité et ma confiance. C'est une dette que tu ne pourras jamais rembourser. J'ai regardé le visage de ma sœur inondé de larmes, puis celui de mes parents rongé par la culpabilité. Et pour vous, ai-je dit à mes parents, je ne sais pas à quoi ressemblera notre relation à partir de maintenant. La confiance a été brisée de tous les côtés. Vous lui avez fait confiance, et elle vous a trahi. Je vous ai fait confiance, et vous m'avez rejeté. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. La finalité de mes mots flottait dans l'air. Ce n'était pas un moment pour des réconciliations larmoyantes et des fins heureuses. C'était un enterrement. Nous enterrions la famille que nous avions prétendu être. L'enfant chéri, la responsable, les parents fiers, tous ces rôles avaient disparu, consumés par la dure lumière de la vérité. Le dîner s'est terminé sur cette lourde prise de conscience. Le plan était établi. Chloé vendrait ses biens. Elle trouverait du travail. Elle commencerait le long et ardu processus de restitution financière. Mes parents devraient naviguer dans une nouvelle réalité, une où leur fille parfaite était une fraude et leur autre fille une étrangère qu'ils commençaient à peine à connaître. En rentrant chez moi ce soir-là, je ne me sentais pas victorieuse. Je ne ressentais pas le frisson satisfaisant de la vengeance. Je me sentais juste vide. La vérité avait été servie, mais elle avait laissé un goût amer dans ma bouche. J'avais gagné, mais j'avais perdu ma famille dans le processus. Les mois qui ont suivi ce dernier dîner fatidique ont été une période étrange et calme de reconstruction. Pour moi, il s'agissait de reconstruire ma vie selon mes propres termes,
libérés du poids financier et émotionnel de la tromperie de ma famille. Pour eux, il s'agissait de ramasser les morceaux brisés de leur vie et de découvrir qui ils étaient sans les mensonges réconfortants auxquels ils avaient cru si longtemps. Fidèle à sa parole, mon père a supervisé le démantèlement de la vie frauduleuse de Chloé. Son VUS de luxe a été vendu, et l'argent a été viré directement sur mon compte bancaire. C'était une somme importante, mais cela ressemblait moins à un remboursement qu'à la restitution de biens volés. Chloé, dépouillée de ses biens, a été forcée de faire face à la réalité qu'elle avait si habilement évitée pendant des années. Elle a trouvé un emploi d'associée de vente dans un grand magasin du centre commercial local. J'ai appris par ma tante Marguerite qu'elle était humble, discrète et semblait sincèrement essayer de se racheter pour ce qu'elle avait fait. Elle a commencé à me faire de petits paiements mensuels, un rappel constant et tangible du gouffre qui nous séparait. Nous ne parlions pas. Il n'y avait plus rien à dire. Ma relation avec mes parents est entrée dans une nouvelle phase incertaine. Les appels téléphoniques étaient maladroits au début, guindés et pleins d'excuses tacites. Mon père, en particulier, semblait déterminé à se faire pardonner. Il a commencé à poser des questions sur mon travail, non pas par simple politesse, mais avec un intérêt sincère. Il m'a demandé de lui expliquer la modélisation de données, et il a écouté patiemment, même lorsque les concepts étaient clairement au-dessus de sa tête. C'était sa façon de dire « Je te vois maintenant. J'essaie de comprendre ton monde ». Ma mère m'envoyait des colis remplis de mes biscuits faits maison préférés et de longues lettres décousues exprimant ses regrets. C'étaient de petits gestes, mais ils étaient constants, et ils semblaient sincères. Nous avons commencé à construire lentement, prudemment, une nouvelle relation, basée non pas sur des rôles assignés et de faux récits, mais sur une honnêteté fragile et émergente. Le plus grand changement, cependant, s'est produit en moi. Avec le fardeau financier levé, j'ai ressenti un sentiment de liberté dont je n'avais pas réalisé le manque. Les 1 000 € par mois qui avaient autrefois été un symbole de mon sacrifice silencieux étaient maintenant à moi. J'ai commencé à les investir, à construire un avenir qui était uniquement pour moi. J'ai pris mes premières vraies vacances, un circuit des châteaux de la Loire, et je me suis délecté de la beauté du paysage et de la simple joie d'être sans attache. J'ai aussi commencé à voir ma propre carrière différemment. J'avais toujours été motivé, mais maintenant mon ambition était pour moi-même, pas pour prouver ma valeur à qui que ce soit d'autre. J'ai présenté un projet passionnant au travail, un modèle prédictif complexe que j'avais développé pendant mon temps libre. Mon patron a été si impressionné qu'il l'a non seulement approuvé, mais m'a aussi promu à la tête d'une nouvelle division de sciences des données. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative et d'un bureau d'angle avec vue sur la ville. C'était un succès qui était sans équivoque le mien, mérité par mon propre talent et mon travail acharné. Environ 1 an après que la vérité a éclaté, j'ai utilisé l'argent de la voiture de Chloé et mes propres économies pour verser un acompte sur un appartement en ville. C'était un bel espace avec de grandes fenêtres, de hauts plafonds et assez de place pour tous mes livres et plus encore. Debout dans mon salon vide le jour où j'ai eu les clés, j'ai été frappé par un profond sentiment de paix. Pendant si longtemps, j'avais été le fantôme de ma propre famille, la personne discrète et responsable dont les contributions étaient invisibles. Ma sœur avait volé mon argent. Mais ce faisant, elle et mes parents m'avaient involontairement fait un cadeau, la chance de redéfinir complètement ma vie. Je vois toujours mes parents. Nous dînons 1 fois par mois, généralement dans un lieu neutre à mi-chemin entre nos maisons. Les conversations sont encore parfois prudentes, mais elles sont réelles. Ils posent des questions sur mon travail, ma nouvelle maison, ma vie, et ils écoutent les réponses. Chloé n'est jamais le sujet principal de la conversation. Il la mentionne en passant qu'elle suit des cours de comptabilité dans un IUT local, qu'elle a été promue directrice adjointe dans son magasin. Il parle d'elle avec une sorte de détachement triste, comme on parlerait d'un parent éloigné qui a fait de mauvais choix de vie. Le piédestal qu'elle occupait autrefois a disparu, remplacé par la réalité calme et peu glamour de son long chemin vers la rédemption. Je ne sais pas si notre famille guérira un jour complètement. Certaines trahisons sont trop profondes, et les cicatrices restent même après que les blessures se sont refermées. Mais j'ai trouvé une autre forme de guérison. C'est la guérison qui vient du fait de sortir de l'ombre et de construire une vie au soleil. Une vie qui est authentiquement, sans excuse, la mienne. Je ne suis plus seulement la responsable. Je suis Amélie, une scientifique des données à succès, une propriétaire, une voyageuse, une femme qui n'est pas définie par les attentes ou les trahisons de sa famille, mais par sa propre force et sa résilience.
Et c'est un succès que personne ne pourra jamais m'enlever.